Bon, bonsoir. Bonsoir à tous, content d'être parmi vous. Aujourd'hui, on va se questionner Docker, on va accueillir Podman et on va choisir entre la baleine et le phoque. Alors, pourquoi cette conférence? Tout simplement parce que c'était l'occasion en fait de voir une alternative à Docker, de comparer en fait les deux outils. C'est une opportunité aussi de descendre un peu sous le capot et de voir comment ils fonctionnent. Et si on vous a convaincu, on va essayer de parler également de migration. Donc, avant tout, je suis Yann Mougenel, système architecte chez Takima. Et je suis Mathieu Bacou, je suis enseignant chercheur à Télécom Sud Paris. Pour commencer, on va expliquer un petit peu ce qu'est un conteneur, histoire qu'on parle un peu de la même chose. On va pas rentrer dans des détails extrêmement techniques, mais au moins qu'on voit un peu le point de vue qu'on a pour vous expliquer les choses. Donc là, on parle d'une application que vous déployez sur votre serveur qui va être isolée et limitée. Isolée en termes des ressources auxquelles elle a accès, réseau, stockage, ce genre de choses. Elle va être limitée en utilisation des ressources. Donc ça, c'est des outils que, en tant que sysadmin, ils sont très utiles. Donc il y a cet aspect-là des conteneurs. Et puis aussi, elle est déployée, un conteneur en fait est créé à partir d'une image de conteneur. C'est extrêmement important dans l'écosystème. Et ces points-là font que finalement les conteneurs sont une très bonne solution aux problèmes de packaging, de distribution et de déploiement que ça facilite. Alors, on n'est pas des évangélistes pour le conteneur, d'accord? C'est juste que c'est une techno qu'on aime bien, on aime bien en parler, et donc on vous présente aujourd'hui, comme on l'a dit, Podman. Donc, les conteneurs, nous, on les voit sous cet aspect-là. Et, clairement, les conteneurs, avant en gros 2018, quand on parlait de conteneurs, on parlait de Docker, d'accord? C'était vraiment la marque qui implémentait cette techno-là. C'était incontournable. Sauf qu'aujourd'hui, on a une alternative largement crédible qui est donc Podman, et on va vous parler de ça. Exactement. Donc là, ce qui a changé en 2018, c'est l'arrivée de Podman poussé par Red Hat. Je dis Red Hat, mais depuis, c'est sous la fondation CNCF. En 2018, du coup, sous licence libre. Et en fait, l'objectif initial, c'était vraiment de proposer une alternative à Docker, tout en étant compatible donc avec le CI, la CLI, ainsi de suite, c'est ce qu'on va voir, en proposant une nouvelle manière de voir au niveau sécurité, donc rootless et daemonless, on va en parler, et tout en gérant, comme le nom l'indique, les pods de façon native. Effectivement. Et bien sûr, une compatibilité Docker, etc. C'est ça. Donc, allons voir ce duel entre les deux. Let's fight. On monte un petit peu en commun, on va voir que les deux solutions ont des intérêts et on va détailler ça. Donc, pour commencer, on va parler d'architecture parce que ça a défini les propriétés de chacun en fait et les choix qui ont été faits. Donc c'est important de commencer avec ça. Docker a une architecture avec un daemon qui est central. Donc un daemon, c'est-à-dire un processus qui reste, si vous voulez, en arrière-plan, donc je simplifie beaucoup, en arrière-plan de votre système, donc qui est toujours là en service, en tâche de fond. Et ce daemon-là, historiquement Docker a été conçu comme ça. Petit à petit, il a été découpé en outil, je dirais, spécialisé, voilà, pour affiner les composants. Je peux zapper, monsieur. Voilà. Donc c'est un petit peu éclaté, mais ce qui est important, c'est qu'au centre, on a vraiment ce composant de daemon Docker. Et vous, quand vous êtes utilisateur Docker, vous avez juste l'interface en ligne de commande. Vous voyez ça et vous communiquez avec ce truc-là. Et lui, après, il va se débrouiller pour faire les tâches. Au bout du compte, vous faites un conteneur avec quelque chose qui s'appelle runc. Je le précise parce que vous allez voir qu'avec Podman, on retrouve des composants communs. Donc pour passer à Podman, là, dès le départ, ça a été conçu comme quelque chose de beaucoup plus éclaté. Enfin, en tout cas, modulaire. Ouais, modulaire, voilà, c'est un meilleur mot. Où chaque fonctionnalité a été répartie sur différents composants. Alors le premier, bon là, en partant du haut on va dire, le premier c'est Scopeo, il est vraiment dédié à l'inspection et à la synchro des images avec les dépôts. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas un équivalent dans le monde Docker ou quoi, juste de base ça a vraiment été beaucoup plus pensé comme ça côté Podman. Au centre bien sûr on a Podman, et là vous voyez Podman, ça c'est pas un démon, c'est vraiment juste l'exécutable, la ligne de commande Podman qui est au centre et qui va interagir avec les autres outils. Un autre outil, on a d'ailleurs Bulda qui s'occupe de la construction d'images. Et à la fin, on voit qu'on retrouve runc pour vraiment la création, l'administration vraiment de conteneurs, de ce qui est vraiment un conteneur, c'est-à-dire un assemblage de fonctionnalités qui proviennent du noyau Linux. Et ce qui est important, je l'ai dit, c'est de voir que... c'est que dans les deux cas, on a quand même ces technos de conteneurs au bout du compte qui sont les mêmes entre Docker et Podman. Bon, je cite runc, il y a deux alternatives, mais on a de grands points communs malgré ces différences architecturales. C'est ça, et on va essayer de creuser un petit peu plus et rentrer sous le capot. Donc on commence par Docker. Docker, globalement, en fait, il va fonctionner à travers un daemon. Daemon, c'est vraiment l'interface qui va prendre en paramètre toutes les commandes, donc CLI, API que vous faites comme requête. Il les prend via une socket Unix
Et derrière, en fait, il va interagir avec vos containers via container D, via run C, donc vous parlez Mathieu précédemment. Et la première chose qu'on peut noter là au niveau de cette infrastructure et cette archi, c'est deux choses. C'est d'une part, en fait, le daemon, il est central dans l'architecture, donc ça devient un SPOF, Single Point of Failure. C'est-à-dire que s'il tombe, c'est lui qui est censé orchestrer tous vos containers. Du coup, vous n'avez plus d'interface avec lui. Et l'autre problématique, c'est qu'en fait, ce démon, par défaut, il est root. C'est un sujet à ce niveau-là. C'est-à-dire que, globalement, en fait, s'il y a une élévation de privilèges parce qu'il y a une faille dans vos containers, ben, potentiellement, ils interagissent avec un démon qui est root. Et donc, il y a une problématique de sécurité à ce niveau-là. A l'inverse, si on revient au fonctionnement sous le capot pour Podman, on va avoir un modèle de création des conteneurs qui est plutôt basé sur ce processus-là. Alors, il y a un grand terme en Linux qui s'appelle fork exec. Bon, c'est une partie un peu technique, j'aime bien en mettre un peu. C'est juste que, comme Podman est sans démon, donc on se permet l'anglicisme daemonless, le lancement des conteneurs et d'autres tâches, je dirais, de gestion des conteneurs est fait avec comme point de départ juste la CLI, juste votre interface de ligne de commande, qui va lancer des sous-programmes, donc notamment Conmon ici, qui, même tu vas lancer encore un coup, qui est le programme spécialisé qui gère le cycle de vie d'un conteneur en particulier. Et vous voyez que là, on ne passe pas par un point central qui est donc ce qui serait ce daemon Docker, mais on fait juste du fork exec, c'est juste le lancement de ce processus, d'accord. Quand vous utilisez votre terminal, vous tapez une commande, ça fait fork exec, c'est le même fonctionnement. Ce que je veux dire, c'est que c'est différent de contacter un démon central comme chez Docker. Donc on va parler de Conmon. À la fin, derrière, il y a quand même le runtime container qui est par exemple RunC, donc là c'est les projets plus généraux de Podman qui gèrent les conteneurs, et c'est le cas avec les autres composants spécifiques. Le résumé c'est bien ça, c'est qu'on n'a pas ce démon central, et pourtant on a quand même le besoin de monitorer tout simplement les conteneurs qui s'exécutent sur le système. Le démon Docker s'en occupait, ici il n'y a plus de service en arrière-plan qui le fait, c'est juste que la surveillance finalement elle est distribuée entre toutes les instances de Conmon que vous avez pour chaque conteneur, et Podman est capable de les retrouver quand vous lui demandez, vous faites un Podman PS ou voilà, ce genre de choses. Donc ça c'est un premier point, c'est l'aspect daemonless de l'infra de l'architecture de Podman. Le deuxième, c'est qu'il est intrinsèquement rootless. Donc ça, c'est parce qu'il n'y a pas de démon qui s'exécute en root dans le système, donc il n'y a pas de composants logiciels privilégiés dans Podman, et donc c'est beaucoup plus simple de concevoir toute l'infra de conteneur sans avoir besoin de droit root. Donc avec Podman, ça marche vraiment, Podman a été conçu comme ça. Néanmoins, on a quand même besoin d'avoir certains privilèges. Là, quand je dis privilèges, je parle d'administration système. Hein. Vous faites un sudo, voilà, vous avez plus de privilèges pour faire des trucs. C'est ce genre de droit-là. Et pour créer les conteneurs, on a quand même besoin de plus de privilèges. La solution technique, c'est l'isolation au niveau des utilisateurs qui permet ça. Pour ceux qui connaissent, je parle de namespace, dans le space user. Le fonctionnement, c'est le suivant avec le schéma. C'est que votre utilisateur non privilégié est juste votre compte normal. Vous faites Podman Run pour lancer un nouveau conteneur, et ça va en fait créer une isolation au niveau donc utilisateur dans laquelle vous êtes root, mais cantonné au conteneur nouvellement créé. Et donc là, les programmes qui gèrent les conteneurs comme RunC ont les droits pour faire ce qu'ils doivent faire pour mettre en place le conteneur, par exemple monter des volumes, gérer du réseau, ce genre de choses. Voilà, des trucs bêtes comme attribuer une adresse IP par exemple à l'interface réseau du conteneur, voilà, c'est ce genre de choses. Et derrière, le conteneur, lui, le processus dans le conteneur ne va pas être privilégié. Donc, en tout cas, n'est pas obligé de l'être. Et donc interagit avec le système hôte sans privilège supplémentaire. Bref, c'est pour ça qu'on dit que Docker améliore un peu que Podman permet d'avoir un peu une meilleure sécurité, parce que ça évite d'être root de bout en bout. C'est ça. Donc du coup là on a vu daemonless, rootless. Podman, comme son nom l'indique, il a une petite particularité. Podman, c'est pour Pod Manager, et donc du coup là où jusqu'alors on traitait les containers, si vous voulez avoir des containers ensemble, en fait il fallait faire un Docker Compose, mais les containers avaient des ressources différentes et un cycle de vie différent. Le pod, c'est une introduction très liée à Kubernetes qui globalement en fait va introduire une unité de déploiement, et dans cette unité de déploiement vous pouvez mettre un ou plusieurs containers, et cette fois-ci les containers auront les mêmes ressources et également les mêmes cycles de vie, seront créés ensemble, scalés ensemble. Et donc typiquement là c'est le cas de Sidecar où en fait on va mettre deux containers ensemble, votre API d'un côté, et de l'autre côté en fait
il y aura les logs et il y aura un sidecar, donc un container qui sera là juste pour traiter vos logs et les exporter à côté. Ils seront scalés en même temps et on a bien un pod qui regroupe les deux containers. La question qui vient donc maintenant, si on vous a convaincu que ça ait de l'intérêt de s'intéresser à Podman, c'est comment migrer. Absolument. Pour commencer, ça va être bien d'installer Podman. Bon, c'est juste pour vous parler de trivialité, mais c'est facilement installable. Là, c'est pas un projet obscur. Je pense qu'en fait, vous avez sûrement déjà entendu parler de Podman, à vrai dire. Donc, c'est dispo dans probablement toutes les distributions Linux. Ça se trouve aussi comme plugin ou quel que soit le nom dans des projets type déploiement automatisé comme Ansible. Et si vous êtes friand de l'interface graphique de Docker Desktop, il existe un Podman Desktop. Alors, on n'est pas employé de chez Red Hat, on ne fait pas de la pub pour leurs produits aussi, mais voilà, sachez qu'il y a quand même une grosse équivalence de fonctionnalités chez Podman. On est plus terminal en plus. On est beaucoup plus terminal d'ailleurs. Moi je tape des commandes, je clique pas sur des boutons. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez installé, c'est très simple en fait. La ligne de commande, justement, Podman, est directement compatible avec Docker en fait. Ça comprend directement les sous-commandes Docker Run, etc. Ou en tout cas, sélection centrale à gérer les conteneurs. Donc, alors ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que toutes les ressources, tous les objets que vous manipulez avec les conteneurs, notamment, peut-être le plus important, ce sont les images de conteneurs, sont standardisées parce qu'elles respectent les standards de l'OCI, l'Open Container Initiative, qui fait que tous les outils sont compatibles entre eux. Donc l'un dans l'autre, la conclusion c'est que vous pouvez juste aliaser Podman Docker vers Podman, et puis ça marche quoi. Vous pouvez vraiment utiliser Podman sur votre machine si vous aviez déjà Docker. Et justement, pour migrer, si là on va traiter la migration simple, c'est-à-dire j'ai un seul container, vous avez votre Dockerfile, c'est la même chose dans le sens où ici j'utilise une image qui vient de Docker Hub, mais c'est, comme on a dit, c'est compatible au CI et donc du coup tout se passe bien. La seule différence, c'est que je vais devoir préfixer le registry, c'est-à-dire que Podman ne suppose pas de registry, là où Docker en fait utilise Docker Hub par défaut. Je trouve que même c'est une bonne pratique de dire où est-ce que vous tirez vos images, donc j'aurais tendance à dire que c'est même mieux. Mais sinon votre Dockerfile, à part le préfixe, ne change pas. Vous pouvez l'appeler container file, Podman comprend les deux. Maintenant on a tendance à dire container file pour être agnostique. Mais vous pouvez garder vos Dockerfiles, ça fonctionne très bien. Derrière, pour builder votre image, Podman build, c'est comme Docker, c'est exactement la même commande. Derrière, ça va vous construire en fait une image OCI, mais en fait c'est une image Docker qui peut réutiliser sur Docker. Et pour la lancer, en fait c'est la même chose pour Podman. Vous allez faire un Podman run et ça va vous générer votre container en local qui va tourner. Petite différence, et ici vous voyez que les ports, j'ai fait un mapping 80-80 sur le port 80, tout simplement parce qu'en fait la problématique c'est que les ports en dessous 2024 sont des ports routes qui sont réservés au niveau du système sur des ports qui sont considérés comme au niveau du système comme des ports privilégiés. Alors si vous avez suivi ce qu'on a dit avant, Podman est rootless et donc du coup par défaut il y a moyen de le faire, mais par défaut vous ne pouvez pas mapper des ports inférieurs à 1024 comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi 80-80. Voilà, ce qui est assez classique dans les manuels, vous trouverez ça. Si votre petite production est basée sur un assemblage de conteneurs, vous utilisez peut-être probablement Docker Compose, quelque chose comme ça, sauf à aller à l'orchestration des trucs plus gros, ça on voit ça après. Donc dans le monde Podman, il y a quelque chose qui s'appelle Podman Compose, qui est un projet relativement équivalent et pas tout à fait. Pour l'avoir utilisé, c'est mon retour d'expérience. Il n'a pas toujours été très compatible avec tout et le fonctionnement est un peu différent. C'est plus un programme qui va lire la spec en compose.yaml et qui va la traduire en commande basique de Podman. Vraiment, il délègue ça vraiment à l'invocation de la commande Podman. Donc ça marche. Je l'utilise sur mon serveur personnel pour des choses, 2-3 services qui n'ont pas besoin de beaucoup de complexité. Mais si je peux juste avancer un coup. Mais voilà, il faut savoir que c'est un poil peut-être moins intégré, mais ça existe. Donc si vous avez déjà des composes YAML, il devrait être réutilisable à peu près directement. Sinon, il faudra peut-être batailler un peu. Et voilà, donc dès qu'on a plusieurs containers ensemble, on va parler d'orchestration. Sous Docker, c'était Docker Swarm. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui utilisent Docker Swarm. Personne. Il y en a un qui a assumé quand même. Globalement, Docker Swarm, c'est de moins en moins pratiqué. Et quand on va parler d'orchestration, en fait, on va parler de Kubernetes. Ce qui est cool, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'une manière générale, sur Kubernetes, de la même manière que sur Kubernetes, vous n'utilisiez pas Docker, mais vous utilisiez des pods, vous n'avez pas installé Podman sur Kubernetes. Par contre, Podman
gérant les pods, ça peut vous servir en fait à gérer des pods et à simuler votre production, donc à être plus proche de votre production en local. Donc, il y a 2 commandes qui permettent de faire ça, generate et play. Pour illustrer, en fait, globalement, j'ai mon container en local qui tourne, je vais faire un docker generate et ça va me générer un fichier YAML compatible de déploiement Kubernetes. Et derrière, en fait, de manière miroir, j'ai un fichier de déploiement Kubernetes, je fais un podman kubeplay et en fait il prend ça en input et il va me générer un pod, donc un container, un pod plus exactement, en local sur mon PC. Il en génère qu'un seul, donc là j'ai beau avoir mis, je veux 3 réplicas, ça sera 3 réplicas en production, mais en local il n'en génère qu'un seul, point informé. Mais globalement, en fait, le bilan c'est qu'il y a quand même une approche et une compatibilité avec Kubernetes qui fait que vos déploiements de Kubernetes, vous pouvez réellement les lancer et les simuler en local. Ouais. Donc ça gère aussi la notion de volume d'ailleurs, sans qu'on ne le précisait pas, mais ouais. Ça trouve là aussi. Voilà. Un dernier point que j'aborde qui est à peu près lié avec le déploiement, passage à l'échelle, etc., c'est quand si vous avez des pipelines d'intégration continue ou de déploiement continu, vous avez certainement déjà eu besoin de construire des images de conteneurs, ce que votre job de pipeline tourne eux-mêmes dans des conteneurs. Parce que là, le problème que vous avez vu, c'est une dinde, d'accord ? Je ne sais pas si vous avez suivi notre conférence de l'année dernière avec Yann, mais on expliquait que pour construire des images de conteneurs dans les jobs de pipeline de CI, parce que ce sont eux-mêmes des conteneurs, on a des problèmes d'emboîtement de Docker, d'accord ? Donc de Docker in Docker, c'est ça le DIND, c'est DIND, Docker in Docker. Et donc maintenant vous connaissez la raison, hein, c'est parce que Docker ayant besoin de cette architecture à base de démons, quand vous le faites lui-même dans un conteneur, c'est faisable, hein, tout est possible, il y a des projets comme Canico qui le font, mais faut le savoir, faut aller le chercher, il faut quand même bidouiller pas mal. Or ici avec Podman, puisque vous n'avez pas besoin d'avoir accès à un démon privilégié, ce genre de choses, ça s'emboîte beaucoup plus facilement. Donc globalement, tout ce que vous avez à faire, c'est à spécifier que votre image pour les jobs, c'est l'image Podman stable, que je vais chercher sur le dépôt de Red Hat qui est Quay.io, mais enfin, en vrai, voilà. En gros, vous faites une image avec Podman dedans, ou Bulda, et ça va marcher sans trop de problèmes. Il y a des petits détails pour l'admin 6 qui fait vos runners, si jamais, mais ça, c'est des détails qu'on va sauter ici, je pense. Oui. Voilà. Ouais, il est temps de conclure. Tout à et fait. donc, le bilan, justement, en fait, Podman, ça fournit, tout en étant, ça reste dans l'écosystème de Docker, donc la même CLI, vous avez les mêmes commandes. Le plus dur, c'est d'arrêter de taper Docker et vous pouvez littéralement juste faire un alias. Ouais. C'est la même, ça respecte le CI, donc globalement toutes les images, tous les containers que vous utilisez avant, vous pouvez toujours les utiliser et c'est compatible. Derrière, ça offre une nouvelle approche pour utiliser les conteneurs, avec les mêmes choses qu'avant, mais un peu pareil. Notamment, quand même, ça amène la notion des pods. Donc, on a vu, si vous travaillez avec Kubernetes, ça peut être intéressant dans votre suite de développement. Et par l'architecture, il y a aussi un focus sécurité. En tout cas, ça aide à avoir une meilleure sécurité de base. Docker, ça peut être moyennement sécurisé aussi, mais intrinsèquement, ça. Par défaut, en tout cas. Ouais. Par défaut, vous aurez une meilleure sécurité parce que vous êtes rootless et donc vous avez moins de droits, donc c'est moins. Voilà. Et donc la question c'est peut-on migrer on va prendre step by step. En local, tout est compatible, donc j'ai envie de dire testez-le, essayez de voir. En fait, ça coûte rien, c'est juste un apt install, yum install, ouais. Pacman install, ouais. et vous avez ça en local, vous le testez, tout est compatible et l'essayer c'est l'adopter. Oui. Voilà, pour la CI/CD, je l'ai mentionné, ça peut vous simplifier énormément, je pense, vos déclarations de build automatisées. Vous allez voir, ça vous change un peu la vie. Et puis pour la prod. Et la grande question, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de débats sur la prod. Est-ce qu'on est prêt ou non? Est-ce que c'est assez mature ou non? Ma première réponse, c'est que c'est un non-sujet. C'est-à-dire que de plus en plus, vous n'avez plus Docker en prod. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison d'avoir Podman en prod, tout simplement. C'est ce qu'on disait, parce qu'il y a un orchestrateur. Si vous avez un orchestrateur, j'aurais tendance à dire en local, c'est mieux d'avoir Podman, parce que du coup, vous pouvez runner vos pods et il y a une meilleure compatibilité. Mais du coup, il n'y a pas de Podman en prod. Pour ceux, comme c'est ton cas, qui utilisent encore Podman en prod via des composes et qui gèrent leur container via du compose, en fait, ça fonctionne. Je pense que pour mon instance perso de Gitty et de Nextcloud, ça devrait aller quand même en compose. Voilà, non, c'est tout à fait utilisable pour des productions personnelles, je dirais amateurs, et pour en prod, ça aide quand même. Donc, pour faire une seule petite phrase de conclusion, je pense qu'on vous a présenté quand même une alternative assez crédible et assez facile d'accès à Docker si vous voulez voir ce qui se fait un peu dans un écosystème un peu parallèle.
Voilà, et c'est accessible et vraiment c'est sérieux. Hein, de fait, ça fonctionne bien et c'est tout à fait utilisable. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, globalement c'est bon ça. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Vas-y, on répétera. Allez-y. La première, à la lumière de ce que vous avez présenté, est-ce qu'il y aurait des intérêts encore à rester sur Docker? Donc la question c'est est-ce qu'il y aurait un intérêt à rester sur Docker? J'imagine qu'il y a des intérêts humains à base de force de l'habitude quand même. Il y a des intégrations, parce qu'en fait Docker, c'est quelque chose que j'ai expliqué, mais la technologie Docker a été découpée en sous-projets qui sont relativement indépendants de Docker maintenant. Donc je dirais que ce qui reste de Docker, c'est quand même une offre commerciale d'intégration dans les processus de développement de la techno du conteneur. Donc si vous voulez ça, si votre entreprise, si votre groupe est habitué à faire ça sur la façade, vraiment tous les trucs qui sont moins cœur de conteneur, bah oui, restez, je sais pas, ou en tout cas moi j'ai pas d'avis sur cet aspect-là. Sur l'aspect technique de juste je veux faire tourner des conteneurs sur mon serveur ou sur mon laptop, j'aurais quand même tendance à dire aller vers Podman, parce que l'aspect sécurité, je pense que c'est un minimum qui est facilement atteignable avec Podman et qui va être intéressant. Pour des choses moyennement complexes, il n'y a vraiment pas de problème de compatibilité. Voilà, j'ai un exemple pour ma prod donc sur mon serveur. J'utilise un reverse proxy Nginx et il y a un projet sur GitHub qui s'appelle Docker reverse proxy, qui je pense est très connu, c'est un gros truc, et ça tourne, on va dire tel quel sur ma setup avec Podman. Voilà. On va dire c'est parce que je dois réactiver un démon avec une socket pour monitorer des trucs, mais ça c'est technique. Voilà. Alors je sais pas si tu as un avis là-dessus aussi, Yann. Rapidement, en fait avant l'année dernière, derrière Podman c'était Red Hat. Et derrière Red Hat. Oui. Là, le fait que ça soit rendu entièrement open source, j'aurais tendance à dire que cette année, il y a encore moins de raisons de ne pas migrer. Ouais. Oui, moi j'avais une question plus sur la partie Docker Compose, parce que ça reste quand même un sujet central dans certaines structures pour le déploiement. Pour la mienne, je voulais savoir si vous pouviez un petit peu détailler, c'est quoi les gros points de friction qu'il y a, qu'est-ce qui marche vraiment pas. Oui. Et est-ce que surtout côté Podman, il y a aussi un équivalent du coup, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'outil de migration. Est-ce qu'il y a un équivalent qui permettrait de transformer un peu les manifestes Docker Compose en Podman Compose? Ok, alors je vais juste parler de la deuxième question. La question c'est est-ce qu'il y a un équivalent côté Podman de Docker Compose, parce qu'apparemment on aurait présenté ça comme outil de migration. En fait, c'est notre faute, on l'a mal présenté. Il y a vraiment Podman Compose, c'est-à-dire que sur mon serveur, je tape Podman Compose, je lui fais manger un fichier YAML, j'ai Podman Compose up, le fichier YAML, et ça marche. D'accord. Donc il y a vraiment l'équivalent en interface, je dirais. Voilà. Donc la première question, c'était plutôt quelles seraient les limites de compatibilité, s'il y en a. Alors, donc je vais être honnête, je ne veux pas galvauder ce que fait le projet, surtout si jamais il y a des contributeurs. Je veux pas, voilà. Moi, j'ai eu des problèmes de compatibilité sur l'aspect de comment ça s'appelle sur un item spécifique qui est volumes from. Donc je sais pas si vous l'utilisez, c'est en gros vous déclarez un conteneur, vous lui mettez des volumes et sur l'autre conteneur vous dites prends les volumes de l'autre conteneur. Et ça, quand moi j'ai utilisé ça, c'était il y a un an, cette instruction là n'était pas comprise. C'est assez trivial de passer outre, hein. Vous déclarez juste le volume au global et vous le branchez dans les deux. C'est un peu plus manuel, mais peut-être régler des problèmes de droit éventuellement, mais voilà. La seule limite un peu visible que j'avais aussi, c'est que en fait, je sais pas trop comment Docker Compose fonctionne, mais ça m'a l'air mieux intégré dans Docker. Peut-être parce que il envoie des commandes au démon et donc on voit pas le détail. Podman Compose, c'est vraiment invoquer la ligne de commande Podman et comment dire et fabriquer un Podman volume create, etc. Voilà. Après ça marche, et d'autant plus que j'ai l'impression qu'ils essaient d'abstraire un petit peu la notion de compose aussi. Mais ça, voilà, ça pour le coup, je suis un peu limité, donc je ne vais pas donner trop de critiques autour. Quoi qu'il en soit, je dis ça marche, et j'ai une frappe qui est moyennement complexe, qui est bien. Ah, pardon. J'ai pas eu trop longtemps pour la question, désolé. Je crois qu'on vient de me dire que c'est fini, oui, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions après, on en discute sans problème. Merci encore. Beaucoup.